Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à la Galerie Marine Ibrahim. On est très heureux d'accueillir cette conversation ce soir entre Raphaël Valentini et Eva Barouat-Cavel. On est très heureux parce que c'est une première d'un point de vue format. C'est la première fois qu'on organise une telle conversation et on espère pas la dernière. Et on est également très heureux parce que pour l'exposition, première exposition personnelle de Raphaël Valentini dans les espaces parisiens de la galerie, on a bénéficié d'un ensemble d'œuvres qui sont non seulement un ravissement pour la rétine, mais aussi un corpus d'œuvres qui est très riche, très documenté et qui propose de multiples niveaux de lecture. Donc c'est pour cette raison qu'on a trouvé ça intéressant de provoquer cet échange pour décrypter, décortiquer ces différents niveaux de lecture. Et pour vous, pour nous et pour eux également, je pense. Donc pour ce faire, on a invité Eva Barouat-Cavel qui a accepté notre invitation. Je vous remercie. Eva est donc commissaire d'exposition indépendante et suit le parcours de Raphaël, le travail de Raphaël depuis de nombreuses années, assez assidûment. Donc on s'est dit que c'était le bon interlocuteur. Et Eva a également été enseignante à l'ENSBA de Lyon, à la Villa Arson de Nice. Et ces champs de travail s'entrecoupent beaucoup avec le travail des préoccupations de Raphaël. Ces champs étant les études postcoloniales, le féminisme, le corps, les sexualités, la critique de l'histoire de l'art occidentalo-centré, le renouvellement de l'écriture et la parole critique. Donc plein de sujets qui animent aussi beaucoup le travail de Raphaël. Donc ce sera un échange riche et donc je vais les laisser échanger. À la fin de cet échange, vous pourrez poser vos questions. Et d'ici là, je vous souhaite une merveilleuse écoute. Merci. Merci beaucoup Laura pour cette introduction riche et minutieuse. C'est très agréable. Et merci évidemment à la galerie pour cette première collaboration qui a débuté d'ailleurs par la commande du texte de Simez, voilà, qui a été le départ de nos échanges. Ça a été effectivement un grand plaisir pour moi de travailler avec vous, puisque, comme tu viens d'expliquer, Raphaël, c'est un artiste que j'ai rencontré il y a plus de 10 ans, et dont je suis tout de suite, j'ai tout de suite été très attachée à son travail. Ça a été un vrai choc. J'ai écrit tout de suite sur ton travail. Et puis, voilà, depuis on a un compagnonnage, on peut le dire. C'est le cas avec un certain nombre d'artistes. Et quand on est curatrice comme moi, historienne de l'art, enseignante, c'est très important. Voilà, donc c'est l'occasion de poursuivre ce compagnonnage. Et je précise aussi que la rencontre d'aujourd'hui a une qualité particulière pour moi qui ai fait de nombreux échanges avec Raphaël sous diverses manières, texte, mais aussi comme ça, rencontre orale. Généralement, quand on est dans un centre d'art ou dans un musée, on n'est pas en présence des œuvres. On est dans les amphithéâtres, dans les salles. Et donc là, aujourd'hui, c'est la première fois que je fais un échange avec Raphaël, entouré des pièces. Et pour ça, j'étais particulièrement heureuse du format galerie. Voilà, c'est à la fois chaleureux et on est à côté des pièces. Raphaël, du coup, on ne t'a pas présenté dans tout ça. Voilà, on ne le présente plus. J'ai tendance à dire que voilà, c'est peut-être superflu. Moi, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est, je ne vais pas justement revenir sur le travail de Raphaël en général ou son parcours qui est passionnant, mais on n'aurait pas le temps. On va vraiment se concentrer sur l'exposition, sur les œuvres que vous avez ici, comme le disait Laura, pour que vous puissiez peut-être avoir une lecture enrichie de ce travail et aller aussi revoir ensuite les choses avec cette nourriture. Et j'ai donc pensé commencer, Raphaël, par revenir sur le titre de l'exposition, que déjà j'aime beaucoup et qui je crois est un moyen d'entrer aussi dans les choses. Ce choix que tu as fait donc de Blue les Walls, on va revenir du coup sur ces deux mots. Je l'ai même découpé comme ça. Donc ce blue, et j'ai écrit pour le texte de l'exposition, c'est un bal secret des esclaves de la plantation que nous convie l'artiste au sein des grands salons de la galerie, qui évoque l'habitation d'un maître traversé par un carnaval, un bal bleu en souvenir de la nuit dans laquelle vient se lever la fête toujours menacée, matériellement teintée d'indigo,
ce mélange de plantes cultivées dans les empires coloniaux à partir du XVIe siècle, une couleur matrice bleu foncé, incroyablement puissante, qui ici contamine l'exposition, déroulant une histoire guadeloupéenne, martiniquaise, européenne et finalement planétaire, un bleu matière évocateur dans toutes ses déclinaisons, du turquoise à l'outre-mer, bleu des murs de la case-foyer, bleu de l'océan, traversé tombeau, déesse et ventre. Alors, j'aimerais bien, à partir de ça, je me suis permise de relire, parce que peut-être que tout le monde ne l'avait pas, tu nous expliques voilà, où agit ce bleu dans ta proposition, ce qu'il est dans cette exposition, à la fois symboliquement et matériellement, dans les œuvres. Peut-être que tu peux nous parler aussi de la technique de l'indigo, tu as acquise, maîtrisée, mise en place à l'atelier pour cette expo, qui était une chose nouvelle. Qu'on commence comme ça avec des choses à la fois assez concrètes, sur tes gestes à l'atelier, et puis métaphoriques, sur le paysage mental, sur l'écologie dans laquelle tu penses et tu travailles. Et j'avais envie qu'on fasse ça parce que ce bleu, et je reviendrai après, il est relié à différentes choses. Théoriquement, par exemple, c'est aussi le bleu de l'Atlantique noir, de Gilroy, voilà, des références littéraires, mais j'y reviendrai. Et puis aussi, dans le champ de l'histoire de l'art, il y a des artistes avec lesquels, pour moi, tu as des affinités, des échos. On en parlait hier, j'ai cité Isaac Julien, mais voilà, aussi un bleu comme ça, cinématographique sur ces questions de l'histoire de l'esclavage, etc., qui ici est vraiment important. Je te laisse la parole. Merci, Eva, pour l'introduction. Oui, en fait, bon, si je parle vraiment de la genèse de l'exposition, c'est vrai que il y a toujours plusieurs éléments en fait, qui motivent le début d'une production. C'est vrai que l'architecture du lieu aussi m'a poussé à partir sur ces directions précises. Le bleu est parti de cette découverte finalement de cette histoire de la production de l'indigo aux Antilles. En fait, j'avais pas réellement conscience de cette production-là parce qu'elle était finalement un peu mineure en fait pendant la période de l'esclavage. Et je me suis rendu compte qu'en Guadeloupe, notamment dans l'île de Marie-Galante, il y avait en fait pas mal de plantations où l'indigo était produit. Ce bleu indigo, il a effectivement un peu contaminé beaucoup d'œuvres ici. C'est le cas surtout à l'étage, dans l'installation où on le retrouve donc sur ces rideaux, où j'ai voulu à un moment donné également effectivement teindre moi-même des tissus de coton avec ce bleu. Et il se retrouve dans les tapisseries, dans les capes et dans certaines peintures. Et ce bleu et ce rapport au textile aussi était important pour moi parce que j'ai un travail donc pictural qui se développe sur toile, mais j'ai tout un pan de mon travail qui aussi se travaille sur ces questions du textile, du costume, du vêtement peinture ou de la peinture en volume. J'aime en parler aussi comme ça. Et en fait, l'histoire du textile, elle est très importante dans ma production parce que du coup, comme j'ai une approche assez analytique finalement de l'histoire de la peinture, de l'histoire de la représentation, de comment on se vêtissait, de qu'est-ce qu'on donnait à voir de nous dans notre représentation, dans ces portraits historiques. Ce travail sur le textile, sur ce qui nous dit aussi de l'époque, j'avais envie qu'il soit central dans l'exposition. On le sait, donc cette production du bleu indigo aux Antilles, en fait, il a été réel à cause d'un choix finalement industriel et commercial, voire capitaliste. C'est que, en fait, pour éviter de faire venir d'Inde et d'Asie des tissus de façon coûteuse, on a à un moment donné imaginé que de le faire produire aux Antilles dans les colonies était plus rentable et plus facile. Et donc voilà, cette histoire-là, elle m'a intéressé à la fois dans tous les types de production qui étaient réalisées dans les plantations aux Antilles. C'était la seule où il y avait réellement
une histoire chromatique derrière. Et c'est vrai qu'en tant que peintre, j'ai choisi le bleu et le bleu indigo parce que c'était ce qui me paraissait être le plus, voilà, le plus intéressant à exploiter. Et puis, donc voilà, ça c'est sur, on va dire, un peu ce qui m'a motivé à utiliser ce bleu et en tout cas à questionner voilà, cette production. Et à la fois, moi, c'est vrai que, donc, par exemple, les rideaux et tout ce que j'ai produit à l'étage dans l'installation textile qu'on voit, ce qui m'intéressait, c'était aussi finalement d'inverser un peu les symboliques. Et mon idée était de se dire, tiens, puisqu'il y a une forte dimension fictive et fictionnelle dans mon travail, et si les esclaves qui produisaient ce bleu indigo s'en étaient saisis eux-mêmes pour produire leur forme. Et du coup, cette idée de réinvention, je pense qu'on aura l'occasion de parler, parce que c'est un peu l'une des idées fortes, je pense, autour de cette idée de la créolisation et de comment des hommes et femmes ont essayé de se réinventer dans un contexte de violence et de migration forcée. Comment on rejoue avec tous ces codes, comment on se réinvente, comment on crée des nouvelles formes. Voilà. Et donc sur le Lewos. Oui, c'était la deuxième chose. Sur le Lewos, alors peut-être je rappelle ce qu'est le Lewos, pour ceux et celles qui ne seraient pas tout à fait au fait. Donc c'est un langage musical d'origine africaine, né lors du commerce d'esclaves noirs déportés d'Afrique, j'aime mieux le dire comme ça, durant près de 13 siècles. Je le répète toujours aussi parce que l'esclavage, on perd toujours un peu la notion du temps. Et le goka est donc un genre musical guadeloupéen qui naît au début du XVIIe siècle, chez les esclaves, et en contexte rural, dans un contexte spécifique. Et ça va être donc, et c'est déjà là, pas un syncrétisme, mais enfin, on va parler après de glissant, mais ça naît justement comme perpétuation de la musique africaine, mais qui va intégrer des nouveaux rythmes, différents rythmes qui sont liés aux conditions de travail dans les plantations de canne à sucre. Donc c'est quelque chose d'assez spécifique, et ces rythmes vont correspondre à des phases de travail plus ou moins intenses, de repos, etc. Donc voilà, on est sur quelque chose de très incarné, et autour de vraiment cette chose qui part des corps et du son, on a des situations de retrouvailles, de fêtes, si l'on peut dire quand même, des danses de fin de semaine, voilà, qui sont quand même des temps de repos, en tout cas de bref relâchement plus ou moins autorisés, qui deviennent les soirées Lewos. Donc le terme devient aussi le nom des soirées, à partir du nom du rythme du goka. Et puis donc il y a des instruments comme ce tambourka, etc., qui sont les instruments avec lesquels on joue aussi le Lewos. Et bon, tu vas pouvoir nous en dire plus. Moi, j'avais des questions sur ce qui t'a... Enfin, voilà, comment tu es arrivé sur ce Lewos, comment tu te l'as approprié, voilà, dans l'exposition. Et on a aussi beaucoup parlé, quand j'écrivais le texte, de tes précautions aussi, par rapport à une écriture comme ça, et justement l'origine qu'elle a, tes précautions à t'en saisir dans le travail artistique, comment tu l'as fait, et puis visuellement, en termes de représentation, comment tu as voulu rendre compte de la scène, de ce que peuvent être ces soirées Lewos dans la scénographie même de l'exposition. On peut peut-être commencer par ça sur le... Oui, alors tout à l'heure je disais que l'architecture de la galerie avait aussi motivé donc certaines idées fortes de l'exposition. Donc j'ai tout de suite vu ici une galerie portrait possible avec cet espace un peu white cube assez traditionnel. Et à l'étage, le fait qu'on soit dans un salon quasiment un peu de réception avec ce parquet en épi, ces grandes fenêtres, cet escalier assez monumental, je me suis dit, première fois que j'ai vu l'espace, tiens, ça ressemble quasiment à une salle de bal ou à un lieu de réception. Et du coup, à partir de là, je me suis imaginé cet espace-là de l'étage comme un espace possible pour une installation. Et où cette danse, finalement, cette tradition collective dont cette tradition collective puisse être le lieu. Et du coup, le Lewos, comme tu le dis, j'ai pas essayé de le traiter de façon littérale dans l'exposition. Moi, j'ai toujours été intéressé par des traditions
populaire, collective, qui quelque part questionne l'histoire ou questionne comment on se représente. Enfin, je pense que c'est des traditions où il y a vraiment un peu du cosmique commun, quoi. C'est des figures tutélaires, effectivement des musiques, plein de choses qui s'agglomèrent. Et ça, c'est très présent aux Antilles. Voilà, donc le Léwoz, moi, ce qui m'intéressait, c'était cet aspect de danse, de musique et aussi donc de réunion, de communauté. Et c'est aussi pour ça que j'ai demandé à Mike Ladd, donc musicien américain avec qui je collabore depuis un certain temps, d'imaginer une pièce sonore. Donc la pièce sonore, pareil, on est vraiment dans une esthétique du collage. J'ai laissé Mike se saisir de la thématique de l'exposition pour imaginer cette pièce où on est à la fois dans une musique 18e de Lully, donc musique de cour française, et à la fois où on entend des bribes de musique, de cérémonie vaudou haïtienne et des rythmiques de Léwoz. Donc tout ça est mélangé par Mike de façon assez forte et belle, et vient voilà, accueillir le spectateur dans ce bal secret, comme tu le disais tout à l'heure, à l'étage. Très bien. Alors, pour revenir sur ce que tu disais sur un endroit de création, en fait, tu disais cosmique, quelque chose qui... J'avais aussi envie qu'on tire ça un petit peu plus généralement sur sa pratique dans un endroit où tu vas prélever des gestes, il me semble, qui sont marqués peut-être par un point commun, qui est celui, alors bien sûr, parce que tu t'intéresses à cette histoire de l'esclavage, donc évidemment, des gestes de vitalité dans des contextes d'oppression, des gestes d'émancipation dans des contextes d'oppression. Et sur cette question de la créativité qui parvient à s'exercer dans les contextes les plus hostiles, et comme je te le disais hier, ça devient une tradition dans nos talks tous les deux, mais je vais vous lire un peu d'Édouard Glissant, parce que d'une part, pour moi, dans le travail de Raphaël, Glissant, c'est une référence théorique majeure qui court dans tout son travail, avec laquelle il pense, et qui vraiment résume ce geste de célébrer, de rendre hommage. Voilà, c'est pas juste dire créolisation, c'est qu'est-ce que ça veut dire créolisation. C'est pour ça que je vais prendre le temps quand même de vous lire quelques lignes de Glissant, ça fait toujours beaucoup de bien, de penser cette créativité qui naît en contexte d'oppression. Voilà, qu'est-ce que ça veut dire, et de célébrer ces gestes-là. Donc vous la connaissez peut-être, mais finalement elle est... Alors, la créolisation en acte qui s'exerce dans le ventre de la plantation, l'univers le plus inique, le plus sinistre qui soit, se fait quand même. Elle laisse l'être battre d'une seule aile, parce que l'être est déstabilisé par la diminution qu'il porte en soi et qu'il affecte lui-même de considérer comme telle, diminution qui est par exemple celle de sa valeur proprement africaine. Ceci se passe aux Antilles et dans la Caraïbe pour d'autres constituants. L'élément hindou, entre autres, quand, après 1848, les pays de la Caraïbe sont partiellement peuplés de ces migrants hindous à qui on a fait croire qu'ils y trouveraient du travail et qui ont été purement et simplement traités comme des esclaves. Il y a eu, là aussi, une déconsidération des valeurs venues de l'Inde, et il a fallu longtemps pour qu'on reconnaisse aujourd'hui que les populations de descendance hindoue sont une part importante du phénomène de créolisation dans la Caraïbe. À Trinidad, la descendance hindoue et la descendance africaine se partagent à peu de choses près le peuplement de l'île. La créolisation exige que les éléments hétérogènes mis en relation s'intervalorisent, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de dégradation ou de diminution de l'être, soit de l'intérieur, soit de l'extérieur, dans ce contact et dans ce mélange. Et pourquoi la créolisation et pas le métissage ? Parce que la créolisation est imprévisible, alors que l'on pourrait calculer les effets d'un métissage. On peut calculer les effets d'un métissage de plantes par bouture ou d'animaux par croisement. On peut calculer que des pois rouges et des pois blancs mélangés par greffe vous donneront à telle génération ceci, à telle génération cela. Mais la créolisation, c'est le métissage avec une valeur ajoutée qui est l'imprévisibilité. De même est-il absolument imprévisible que les pensées de la trace inclinent des populations dans les Amériques à la création de langues ou de formes d'art tellement inédites.
La créolisation régit l'imprévisible par rapport au métissage. Elle crée dans les Amériques des microclimats culturels et linguistiques absolument inattendus, des endroits où les répercussions des langues les unes sur les autres ou des cultures les unes sur les autres sont abruptes. Voilà, j'aime beaucoup cette citation, bon, qui est un peu longue, mais vous y entendez déjà d'une part, ça rappelle vraiment cette question qu'on a du mal à sentir, hein, de création dans l'univers le plus inique, comme il dit, et puis d'une part cette question de l'imprévisible. J'ai commencé le texte comme ça en disant Raphaël continue son parcours de rencontres imprévisibles, et pour moi tous les tableaux dont on est entouré, c'est vraiment ça dont il s'agit. C'est ces rencontres imprévisibles que Raphaël refictionne, il s'imprègne de ce genre de rencontres qui ont eu lieu, ce qui est l'histoire du Léos par exemple, et il en reproduit de nouvelles qui vont avoir une actualité, etc. Donc c'est cette démarche-là, cette gestuelle-là, voilà, elle est comme ça constamment vivante, et c'est ça que je voulais vous partager. Oui, pardon, je n'ai pas dit, c'est un extrait du traité du tout monde, mais bon, ça je pense que chez Gallimard, si vous ne l'avez pas déjà lu. Voilà, bon, pas grand-chose à commenter sur ça, mais sur la question aussi des rencontres imprévisibles. En fait, moi, ce qui est drôle, c'est que Glissant, la rencontre avec sa pensée, elle s'est faite de façon un peu inversée. C'est-à-dire que j'avais déjà, dans mon travail étant étudiant, ces rencontres qui s'opéraient dans l'iconographie, dans la façon de mêler toutes ces images et d'en recomposer des nouveaux portraits, des nouveaux tableaux, des nouvelles œuvres. Et en fait, quand on m'a fait découvrir Glissant, c'était un peu une révélation, c'est-à-dire que j'y ai vu ce que j'essayais de faire de façon même parfois un peu inconsciente dans mon travail. Bon voilà, je voulais juste dire que... Non, mais oui. Mais... Non, moi ce que je voulais te demander de faire maintenant, c'est si du coup tu pouvais nous décrire pour le cadre précis là, cette exposition, ces rencontres imprévisibles. Alors ici, ce qui se joue dans ces portraits de cours, réexaminés, habités par des figures créoles, et puis ce qui se joue à l'étage, par exemple, parce que c'est ça dans le travail de Raphaël, il faut aller voir dans le détail, par exemple sur l'étoffe indigo des rideaux que vous avez à l'étage, vous avez vraiment des hybridations dans des hybridations. Donc que tu prennes le temps de nous les décrire, peut-être ça peut être utile. Il y a une chose qui est assez constante dans ma façon de procéder, en fait, quand je crée mes œuvres, c'est que cette logique d'inversion des univers, des iconographies, que moi je source dans mon intérêt par exemple pour le carnaval ou justement toutes ces traditions ou ces fêtes où justement les codes sont inversés ou remixés. Finalement, voilà, cette esthétique de la rencontre, elle est constante dans mon travail. Et du coup, donc il y a bien évidemment tout un travail de recherche d'images et de matériaux iconographiques qui s'opère en amont. Vraiment au début de l'exposition, donc tous les tableaux que vous voyez là, les images, je les ai sourcés au moment d'imaginer l'exposition. Et donc dans cette logique d'inversion, j'ai quelque part retravaillé ces portraits de cours européens, qui sont principalement français et italiens, un petit peu hollandais, mais c'est des portraits qui, dans un premier temps, m'intéressent plus par la qualité picturale des costumes, des postures, voilà, comme support à une réinvention. Et sur ces costumes, sur ces peintures de cours du XVIIe, XVIIIe siècle, j'y installe d'autres modèles. Alors c'est essentiellement les images photographiques de portraits qui sont dans les peintures sont essentiellement issues d'images d'archives, d'images de portraits photographiques historiques, qui ont aussi souvent une histoire assez lourde, parce que c'est souvent des portraits, j'ai de Lewis Queen en face de moi, le visage, il y a pas mal de portraits qui sont issus de banques d'images liées à la Guadeloupe et à la Martinique, mais sur ce portrait-là, ce n'est pas le cas, parce que c'est une femme qui vient de Madagascar. Mais
Ce qui m'intéresse, en fait, c'est d'utiliser des images qui ont été prises au moment de la colonisation par des colons, avec forcément un regard vraiment exotisant vis-à-vis des populations locales autochtones. Et comment, souvent ces portraits de femmes d'ailleurs, ont été empreints d'une exotisation. Et moi, en fait, mon idée, c'est de complètement twister ce rapport à l'image, ce rapport au modèle, ce rapport à la personne qui est représentée, et de la mettre dans un autre contexte qui est plus valorisant, d'une part. Oui, là, je connais bien la photo d'origine et effectivement, de ne pas avoir le portrait en pied, la type coloniale, monstration du costume, ça change absolument. Je crois que sur celle-ci, on voit quasiment pas mal la poitrine, toutes ces choses qui sont un peu hypersexualisées ou ce genre de choses. Et du coup, moi, je les installe comme ça finalement dans un temps et dans une histoire de l'art et de la peinture qui était en fait une représentation du pouvoir finalement des cours européennes de l'époque. Donc ce jeu d'inversion, il se fait là. Et peut-être aussi dire un mot de la technique même, on n'en a même pas parlé, de la sérigraphie qui permet aussi d'ajouter, ce qui est aussi propre à ton travail, au-delà de ces images, des matériaux purs. Enfin, il y a des matériaux végétaux qui sont vraiment sérigraphiés aussi directement, en plus de ce prélèvement d'images déjà existantes. Donc là, ça rajoute aussi une couche à la construction de l'image. Tout à fait. Donc en fait, moi c'est un peu la façon dont j'ai constitué mon vocabulaire pictural, c'est que ce mélange, cette hybridation qui est dans le fond de mon travail, j'ai essayé de lui donner une forme assez claire. Et cette forme, elle vient effectivement de l'accumulation de couches d'images et d'impressions et de peintures. Donc tous les portraits que vous avez face à vous, faut s'imaginer que chaque couleur est une impression à chaque fois ajoutée sur l'autre. Donc on est vraiment dans cette accumulation de couches de peinture ou d'impression. Et je pense que ça vient renforcer encore ce propos qui est derrière. Sur le portrait par exemple qu'on a derrière nous qui s'appelle Le bal des grands fonds, c'est par exemple pas un vrai portrait de famille, c'est-à-dire que la composition avec ces trois personnages, elle est issue de trois portraits distincts, et moi j'y ai finalement tout ajouté, c'est-à-dire que le paysage qui est un paysage flamand par exemple de Joachim Patinir, les différents portraits sont issus de portraits avec d'autres provenances. Mais moi, ça me permet finalement de créer ma propre narration, ma propre fiction même. Et voilà. Peut-être aussi pour ce qui se passe à l'étage, sur les rideaux, mais je peux dire un mot moi, sur cette étoffe indienne, la teintée d'indigo, pour vous détailler comme ça ces stratifications, je pense que c'est intéressant. Donc vous avez à la fois, par exemple, une danse d'esclaves, un tableau là de Augustin Brunias, un peintre italien du XVIIIe siècle, mort à la Dominique après avoir passé 30 ans aux Antilles. Du coup, je suis renseignée sur l'histoire de ce peintre qui est déjà une histoire assez folle. Un masque fang, enfin une reproduction photographique d'un masque fang. Des gravures de navires, là aussi plutôt au XVIIIe, liées aussi aux histoires des échanges transatlantiques, etc. Et puis des bouts de motifs. Des morceaux de motifs, voilà. Et un motif qui fait corps, mais qui est lui-même une création de ta part, où on a à la fois un point levé, évocateur du point Black Power historique, une feuille de palme, là que tu as vraiment sourcé le matériau naturel, et une chaîne brisée. Et là aussi, tu as composé avec ça. Mon idée avec les rideaux était d'avoir un élément décoratif qui rejouait aussi les codes de salon français 18e, mais en rendant ces rideaux pas seulement dans une présence décorative, mais en rendant ces rideaux picturaux.
Donc c'était un peu l'idée, c'était qu'à la fois je pouvais hybrider ces codes et à la fois hybrider des techniques. Et ce que j'ai voulu faire finalement, c'était avec cette teinture à l'indigo, c'était relier certaines pratiques textiles asiatiques ou africaines avec ce motif de toile de Jouy purement 18e que j'ai... Qui a lui-même une histoire coloniale intéressante, puisque la toile de Jouy Enfin, les indiettes sur lesquelles était fouillée la toile de Jouy sont un de ces objets qui a d'abord été fabriqué dans les colonies, puis quand on a pu le fabriquer à Marseille, on a interdit la production coloniale qui avait pris son essor, ce qui a aussi créé des grosses conséquences économiques, et on a autorisé que la production indienne marseillaise. Donc ça, c'est un tissu lui-même, la toile de Jouy, qui a une histoire assez... Donc non, mais tout ça pour dire qu'effectivement, les rideaux étaient conçus, même là, comme une œuvre un peu hybride. Oui, comme tu travaillerais sur en termes de... Alors, du coup, ça m'amène à peut-être une dernière question, vu l'heure, oui. Par rapport à ce que tu dis justement là sur ces rideaux, et cette question du vêtement aussi, ou de la peinture en volume que tu as évoqué au début de notre conversation, mais de cette attention au lieu aussi et au décoratif, mais qui rentre encore une fois là dans une histoire et dans des références à une histoire, sur tes rapports avec comme ça l'artisanat, les métiers d'art, et précisément justement avec un intérêt aussi historique pour ces techniques et leur histoire. Ce qui peut être aussi l'occasion de parler de tes expériences récentes, les résidences que tu as faites, le travail avec Aubusson, la tapisserie, et puis ton travail là, à l'étage, avec les vanniers normands. C'est quand même intéressant de... Oui, donc oui, les rideaux font écho aux tapisseries. Tapisserie, l'idée c'était aussi là, encore une fois, de travailler avec ce savoir-faire français, qui était aussi une manufacture royale. Et du coup, ça m'intéressait encore une fois, dans une autre tradition textile, de rejouer ces codes artisanaux. Et en même temps, représenter avec ces techniques-là des figures qui n'ont pas été par le passé. J'ai essayé de conserver d'ailleurs dans ces nouvelles tapisseries cette dimension du collage en faisant des choix justement de certains fils, pour traduire des zones particulières de la tapisserie, pour qu'on garde comme ça cet aspect un peu hétéroclite. Et même les capes finalement ont aussi je les ai créés vraiment dans cette idée de rejouer comme ça avec ces codes d'apparat vestimentaire du pouvoir, qui sont ici un peu plutôt même carnavalesques que réellement des objets de cour royale. Et ce travail avec les artisans, moi, il m'intéresse depuis un certain nombre d'années. J'ai fait une résidence précédemment avec le groupe LVMH, où là j'ai travaillé avec une tannerie, donc avec des artisans qui travaillaient le cuir au quotidien. Et du coup, j'ai fait ce projet sur plusieurs mois où il y avait vraiment cette idée d'échange permanent entre mes idées, le savoir-faire des artisans, et comment finalement ces œuvres elles pouvaient se nourrir des deux côtés aussi. Et puis effectivement, dans l'expo ici, j'ai fait appel à un vannier traditionnel normand, où là, voilà, j'ai dessiné cette crinoline à la fois mannequin en osier, et donc du coup, voilà, on a eu ce travail ensemble de production. Qui rappelle aussi là quand même aussi des gestuels du travail, enfin sur ces questions. Tout à fait, mais en fait, par rapport à la scène du Léo. Exactement. La volonté était de... Et puis on parlait tout à l'heure du fait que c'était une tradition assez rurale à l'époque. Aujourd'hui, on joue du Léoz à Pointe-à-Pitre sur le port, donc c'est toujours le cas dans des différentes villes de Guadeloupe, mais c'est vrai que c'est un peu moins attaché à finalement à ce travail dans les champs et à cette tradition qui est liée aux plantations. Donc du coup, mais ce travail avec l'osier, c'était aussi l'idée d'avoir quelque chose d'assez comme ça qui venait de cette histoire-là, quoi. Merci Raphaël.